Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Allez, tous en rose aujourd'hui. C'est Octobre Rose qui démarre, mon cher Gilles. Absolument. Pour la lutte contre le cancer. Le cancer du sein. Vous démarrez d'une façon très optimiste. Toujours. Vous savez, c'est ma marque de fabrique. Ça a toujours des idées neuves, hein, pour donner le moral. Il faut absolument donner. Oui, absolument. Et on peut aller évidemment sur Internet faire des dons pour Octobre Rose. Et il y a un tas d'événements et tous les médias sont mobilisés. Et on en parlera bien sûr dans les rendez-vous médias et autres rendez-vous d'infos sur Sud Radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver avec Gilles Gansman. C'est les médias jusqu'à 10h45 après le débat. Et aujourd'hui, on reçoit un homme. Alors, il fait de la télé, du cinéma, du théâtre. C'est Amaury de Crayoncourt. Bonjour. Bonjour. Il vous manque quoi, en fait, dans la liste de tout ce que vous faites comme comédien Plein de choses. Il manque plein de choses. Ouais. Non, comme mais quoi d'aller sur la Lune, Thomas Pesquet. Non, c'est merveilleux de multiplier les expériences. C'est génial. Voilà. C'est génial. J'aurais jamais terminé d'être curieux et de découvrir plein d'univers. Alors, pour nos auditeurs, vous êtes le médecin dans Cher Voisin qui était dragué par toutes les filles de Cher Voisin. Ouais. Pour parler à nos éditeurs, vous étiez également, et vous êtes également dans César Wagner, le médecin un peu gay qui drague le héros complètement avec César Wagner. Et puis, on vous a vu également dans le... Ben voilà, j'ai un trou, on en a juste parlé hors antenne, Oui. Du Bureau des légendes. Et vous nous expliquiez à Patrick Roger que le Bureau des légendes, c'était un peu spécial comme série à tourner parce qu'il y avait ce qu'on appelle un showrunner. Oui, c'est ça. Éric Rochant a vraiment joué ce rôle qu'on connaît. Enfin, que les États-Unis connaissent très très bien et qui est plus rare en France, du showrunner, c'est-à-dire que vraiment en plus il était auteur, co-auteur. Il y a Camille Castelnau aussi qui a beaucoup écrit avec lui et d'autres, mais voilà, il a écrit, il réalise et donc il a cette position de showrunner, c'est-à-dire qu'il veille au grain, quoi. Il veille à ce que tout se passe bien. On faisait des répétitions à la Cité du Cinéma, c'était un grand luxe pour de la télévision. En général, au cinéma, on a plus le temps de travailler. À la télévision, les choses vont vite. Là, on a eu ce grand luxe de faire des répétitions autour de la table, à lire le texte, à retravailler, à se poser des questions pour tous partir sur la même note, quoi. Avec évidemment Mathieu Kassovitz. Tout le monde, tous les acteurs étaient autour de la table, donc ouais, c'était très agréable. Ça fait quoi de jouer avec Mathieu Kassovitz? Alors moi, j'ai beaucoup tourné avec Sarah Giraudot et un peu avec Laurent Lucas. Mathieu Kassovitz, on s'est que croisés. Ah, c'est incroyable. Ouais, mais du coup, ce qui était cool, c'est que ces répétitions, justement, faisaient en sorte qu'on était face à nos partenaires de jeu. Donc comme j'avais jamais à jouer avec lui, on était à côté. Et du coup c'était assez agréable. Je me souviens que voilà, on s'est très bien entendu et après on était dans le boulot. Mais est-ce qu'après une série comme ça on reste copains avec le casting ou on va faire autre chose et c'est comme quand on est en colo, on dit qu'on va s'écrire puis on s'écrit jamais? Il y a beaucoup ça, cette espèce de chose un peu très familiale qui se passe sur un tournage parce que les choses vont vite, on doit jouer l'amitié, l'amour, on joue des sentiments très forts, donc c'est vrai que les liens se font très vite et les liens ne se défont pas très vite, mais c'est vrai qu'après en général on passe assez rapidement à d'autres choses. Il y a le côté un peu colo. Ouais. On s'écrira, et puis la vie fait qu'en fait, voilà. Après il y a des gens qu'on recroise. J'ai eu la chance de retourner avec Sarah Giraudot là dans French Lover, le premier long métrage de Nina Rive, avec Omar Sy donc et Sarah Giraudot pour Netflix. On a fini ça là. Ouais. Donc voilà, on se retrouve sur des projets. Alors le Bureau des légendes, évidemment, on apprend un peu aussi les coulisses de ce qu'on ne connaît pas. Nous, c'est effectivement les services secrets français. Ça fait des résonances aussi avec l'actualité. Bien sûr. L'actualité qui est pas toujours rose. Et on va tout de suite démarrer le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et puis aussi, on parlera de la pièce de théâtre Ring, puisque vous êtes à l'affiche au Théâtre de l'Œuvre. Absolument. Et c'est votre actualité. Le zapping, il nous avait dit qu'il participerait à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Eh ben non. Antoine Griezmann, notre grisou, a annoncé à la surprise générale son départ de l'équipe nationale. Évidemment, on a tous le blues, surtout les coiffeurs de l'équipe de France. On écoute. Après 10 années sous le maillot bleu, l'ultime coup de grisou qui a soufflé le monde du foot. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Antoine Griezmann dit adieu au bleu après 137 sélections. Ces amateurs de ballon rond découvrent la nouvelle, stupéfaits. À la nouvelle génération. Ah, j'étais pas au courant. Porter ce maillot c'est pas un fake. Je pense que c'est beau de sa part de partir de lui-même plutôt que d'attendre de ne plus être sélectionné. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il avait quand même sa place et qu'il pouvait toujours apporter des grandes choses et faire la différence. Ouais. Vous avez vu cette vidéo où il dit son départ? Vous l'avez vu ou pas? Griezmann, non. Ah bon, allez la voir, comme ça vous lui donnerez des cours de théâtre.
Ouais, on peut pas savoir tout ça. Vous êtes méchant, mais non. Boudu, comme on dit chez nous. Je dois vous dire que je pars. Non, enfin. Mettez un ballon à vos pieds puis on verra si vous faites la même chose. Allez, bravo. Oh mais vous valérisez. Marie Grissinger, journaliste, sort le 3 octobre un livre Tapis comme Bernard. Elle lui a demandé un jour, tu me laisseras écrire un livre sur toi sans tout changer à la dernière minute. Il lui a répondu évidemment. Le livre sort donc le 3 octobre et hier elle était dans C'est à vous. Elle a révélé une dernière discussion avec Bernard Tapie. Vous allez voir qu'il ne manquait pas d'ambition. Dans la famille, vous êtes persuadé que c'est son entrée en politique qui a signé le début de sa chute. Et pourtant, quelques jours avant de mourir, il s'imaginait Premier ministre. Oui, il s'imaginait carrément président. Quelques jours avant de mourir, il a dit à Laurent, Laurent, si j'arrive à sortir des portes de l'enfer, je me présente à la présidentielle. Et c'est Laurent qui lui a dit, t'es peut-être un peu gourmand là, t'as pas de parti, t'es quand même un peu fatigué, donc Premier ministre, ce serait pas mal. Et Bernard lui a dit, ouais, ça aurait de la gueule, Premier ministre. Incroyable. Hein. Incroyable. Sur son lit malade, il pouvait imaginer qu'il pourrait être Premier ministre. Ça vous intéressera, on l'a vu sur Netflix, hein, Bernard Tapie incarné. Vous aimeriez incarner quelqu'un de un biopic. Un biopic ou... Ah oui, j'ai eu la chance l'année dernière de jouer Jack London dans une pièce de théâtre. Et c'est merveilleux les biopics parce qu'effectivement, on dit qu'il faut se nourrir en tant que comédien quand on commence un projet. Et quelle meilleure façon de se nourrir que de faire un biopic parce que forcément, il y a beaucoup de choses. J'imagine le travail de Laurent Lafitte quand il a fait la série. Ça a dû être merveilleux de décortiquer les interviews. Voilà. Et cette série est d'ailleurs incroyable. Je trouve que tout le casting est fou. Elle est géniale. La vie de Bernard Tapie est incroyable aussi. C'est fascinant. Et je trouve que ce qui ressort de cette série, c'est ce truc-là, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, il y a cette chose de croire en soi. C'est assez beau. Et là, encore une fois, cette anecdote est folle. Croire en soi, croire en sa rêve, et même en plus que soi. C'est-à-dire que se dire qu'on peut arriver à tout faire. Ravagé par un concert, sans voix, presque rien. Il lui dit, je serai peut-être président de la France. C'est incroyable. Ouais. Ce son, il est pour vous. Vous savez que je vous aime beaucoup. Et on est tous nostalgiques. Vous avez présenté... en grande partie cette année des Jeux Olympiques pour Sud Radio, une parenthèse de bonheur béni. Hier, Yannick Noah, entraîneur de l'équipe en fauteuil tennis aux Paralympiques, a vécu quelque chose de rare. Il s'est confié dans C'est à vous. C'était un moment tellement extraordinaire pour mon équipe, pour les athlètes. On a vécu des moments uniques, quoi. On ne vivra plus jamais un moment pareil. Tellement d'amour inconditionnel. Ce sont, nos équipes, quand on fait des matchs, c'est toujours, il y a très peu de monde qui nous suit. Et là, il y a tout cet engouement, tout ce public qui a soutenu les joueurs. C'était beaucoup d'émotions. Voilà, pour notre équipe et pour toutes les équipes, quoi. Pour les paras, c'était les plus beaux jeux d'histoire. C'était beaucoup des moments incroyables vécus avec eux. Moi, je vous ai vu heureuse, hein, quand vous alliez dans les stades, vous reveniez ici à Sud, on se parlait, vous me disiez c'est fantastique, non, ça mais chante. c'est passé un truc, je sais pas si vous les avez vécus. J'ai suivi un petit peu, bien sûr, c'était incroyable. Et comment vous expliquez cette espèce de bonheur collectif, de béatitude? Parce que certes, il y a les résultats des sportifs, ok, il y a le bonheur de ce qu'était devenu finalement Paris, mais pourquoi tout d'un coup ce moment magique, cette bulle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vivre une belle chose ensemble? On vit dans un monde qui n'est pas évident et tout d'un coup il y avait cette chose assez naïve en fait de faire du sport, gagner des médailles, crier qu'on est content de faire du sport, d'être français, de machin, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose simplement de simple et naïf dont on avait besoin? Il y a beaucoup de sportifs qui nous disaient dans l'émission sur Sud Radio, beaucoup d'anciens athlètes qui disaient en fait il y a le sport et la culture qui peuvent apporter ce genre de... Oui, peut-être, ouais, c'est ça. Quelque chose qui nous permet de déconnecter, qui rassemble et qui déconnecte un peu de la réalité. Évidemment que c'est pas tout à fait la réalité. Les Jeux Olympiques, cette chose un peu merveilleuse. Enfin, olympique, je veux dire, c'est l'Olympe. Il y a quelque chose qui relève même des dieux. Il y a quelque chose d'assez fantastique. Et je pense que ça déconnecte de la réalité. Et oui, la culture, le divertissement, je pense qu'il y a cette chose aussi de sortir de sa réalité. La cérémonie d'ouverture, toutes les cérémonies, tout l'artistique qu'il y a eu autour. Votre regard? Ah, moi j'ai adoré. Ça vous a pas choqué?
comme certains l'ont été. Non, pas du tout, pas du tout. Évidemment que c'était fort. C'était évidemment que mettre Aya Nakamura et la garde nationale, évidemment que c'est une image qui est forte, mais qui est géniale et qui est à la France d'aujourd'hui. Moi, j'étais hyper heureux de ça. Donc, ça m'a pas du tout choqué. Mais je me suis dit ah ouais, c'est cool, ça va jusque là et c'est bien. Vous auriez pu chanter tout nu en bleu? Non, j'aurais pas chanté tout nu en bleu. Philippe Catherine le fait bien mieux que moi. Ouais, après, vous avez été en effigie en Chine. Il y a quelques semaines, il s'est passé un événement incroyable en télévision. Mais vraiment, incroyable. Je suis assise, heureusement. Ouais, c'est Émilien. Vous savez qui c'est, Émilien, le candidat vedette des 12 coups de midi. Écoutez bien. À cette heure-là, je travaille. Il a fêté ses 1 an dans l'émission. Ça fait 1 an qu'il est à l'antenne. Il est 7 jours sur 7 sur TF1, le champion du jeu. Ce dimanche, 29 septembre, c'était la 368e participation. 368e participation pour un gain de... Alors écoutez-moi bien. Alors... parce qu'évidemment, on est en octobre, le 29 septembre, ces gains montaient à 1 552 027 €. 1 552 000 €, dont 13 voitures au 18 septembre, si je donne les dates. Il avait gagné 13 voitures gérées par sa maman. Il était avec, évidemment, Jean-Luc Reichmann pour ces 1 an à l'antenne de TF1. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y en a qui disent quand est-ce que ça s'arrête et là, vous n'avez pas du tout envie de vous arrêter et de continuer le plus loin possible. Non, moi je suis trop bien ici. Voilà, c'est des super moments à chaque fois, c'est des super moments tous les jours. Donc moi, tant que ça continue, tant que voilà, je reste. Ça durera tant que ça durera, mais pour l'instant, je vois du bonheur et de la joie dans ses yeux en fait. Merci. Merci à vous. Et puis merci aux gens là quand même. Merci à tout le monde et à demain. Salut. C'est incroyable quand même. Mais à l'antenne. Si ça s'arrête, il perd tout ou alors non, c'est acquis. Il a déjà ça. Oui, c'est acquis. Extraordinaire. Ouais, c'est acquis. Son but, c'est de faire 400 émissions, enfin d'aller jusqu'à la 400e. Incroyable. Je pense que c'est bien parti. Il fait quoi dans la vie, en dehors de jouer à la télé? Émilien, mais il est très jeune, je crois qu'il a 21 ans. D'accord. Là, vous me posez une colle. Il a une petite fiancée qui est heureuse. Oui, tu m'étonnes. Elle est contente. C'est fort à l'antenne. Mais on essayera de caler Émilien avec les équipes d'Andemol pour qu'ils viennent ici. Est-ce que vous n'êtes pas surpris toujours de cette fascination pour les jeux télé, les gens qui viennent comme ça, on a vu les jeux mythiques, certains se sont arrêtés, on voit le public qui est nostalgique. Il y a Interville qui reprend, je crois. Oui, et puis surtout, il va avoir sur M6 présenté par Vincent. Voilà, j'ai tout qu'il faut le camp. Enfin bref, il y a un jeu qui arrive. Voilà. Mais oui, c'est là parce qu'il le maillon faible, ça y est. Le maillon faible. Vincent De Dienne. Avec Vincent De Dienne, le maillon faible. Oui, il y a un truc exactement comme on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques avec le jeu. Il y a quelque chose aussi qui relève du rêve. C'est tout d'un coup, on a nos vies qui sont bien cadrées. On sait ce qu'on va gagner le mois prochain. Et tout d'un coup, il y a cette possibilité de gagner une somme complètement folle. Ça fait rêver. C'est toujours ce même truc de se déconnecter de la réalité et d'espérer quelque chose d'autre. Et là, pour lui, c'est génial. Pour lui, toute sa famille, sa petite amie, tout le monde. C'est merveilleux. Yannick Noah était donc hier, vous l'avez entendu, sur France 5. Il en a profité pour présenter son nouvel album et un dernier single, Ensemble demain. Ensemble demain, ensemble plus loin, ensemble demain, demain le mien et le tien. Voilà, Yannick Noah, un touche à tout, un peu comme vous, Amaury de Créancourt. Il fait du tennis, de la chanson, il a fait des spectacles, etc. On va faire le point avec vous dans un instant, l'homme de télévision, et surtout pour cette pièce en ce moment au Théâtre de l'Œuvre à Paris, Ring. Amaury de Créancourt est notre invité avec Gilles Gansman sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité du jour, aujourd'hui, le comédien Amaury de Créancourt. Tous les week-ends avec nos chers voisins, c'est sur TMC. Alors vraiment, je liste toutes les séries. Bientôt, la saison 8 de Sam, ça sera sur TF1. La nouvelle saison de César Wagner, ça sera sur France 2. Et en fin d'année, il y aura sur M6 Mon livreur de Noël, les séries de Noël.
Moi, je trouve ça reposant. Non, vraiment, il y a un public pour ça, en plus, les séries de Noël. Ouais, complètement. Et là, c'est vrai que c'est Cécilia Rouault qui a réalisé ce téléfilm-là et qui est génial. Il y a Tom Leb, Ariel Dombal, Laetitia Verken, Bertrand Goncalves. Il y a un super casting. Une réalisatrice de cinéma, donc Cécilia Rouault, qui s'est emparée de ce sujet-là. C'est léger, c'est drôle, c'est émouvant. Elle a réussi à faire vraiment un joli film. C'est Aline Panel qui produit, avec qui je fais Sam. Donc voilà, j'adore quand ça rebondit d'un projet à l'autre comme ça. Donc voilà, c'est. Et vous faites quoi c'est vous le livreur ou pas? Non, c'est Tom Leb qui fait le livreur. Et moi, qui va tomber amoureux et vous faites le mari. Et moi je fais, ouais, en fait, donc Laetitia Verken fait l'ex de Tom Leb. Moi je fais le nouveau gars, un petit peu propre sur lui et tout, qui représente tout ce que Tom Leb n'est pas. Tom Leb, il a ce truc un petit peu cool, détendu. C'est lui qui fait le livreur de Noël. Et moi je suis là un petit peu, voilà, jaloux de l'ex. Voilà. J'ai souvent un peu ce truc-là du. Ça ressemble un peu à Mrs. Doubtfire dans les rôles. Il y a un peu ce truc-là, exactement. Il y a un peu le truc de Pierce Brosnan. Je suis un peu le Pierce Brosnan du livreur de Noël. Alors vous trouve aussi au cinéma en ce moment, c'est L'Heureux Élu avec Camille Lelouch, Gérard Darmon et Michel Larocque, et aussi sur cette scène du Théâtre de l'Œuvre avec cette pièce Ring jusqu'au 18 janvier. Vous passez de l'un à l'autre avec bonheur, du style différent. J'adore les. Vous êtes un boulimique en fait. Ouais, alors j'aime beaucoup moi passer d'une chose à l'autre. Je me souviens, on parlait du Bureau des légendes tout à l'heure. Quand je tournais cette série-là, je pouvais tourner le lundi des sketchs de Nos chers voisins et le mardi tourner dans le Bureau des légendes avec Eric Rochant, et sans du tout faire de différence entre les deux. Et vraiment, c'est-à-dire que il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal dans le métier, c'est le snobisme, cette idée que ce serait plus classe, plus élégant de faire certaines choses que d'autres. Et non, moi j'adore passer d'un truc à l'autre, d'un style à l'autre, et je trouve. Ouais, ça vous évite aussi d'être. Souvent, les comédiens reprochent d'être mis dans une case et d'avoir du mal à en sortir. Mais je crois que je suis dans zéro case. Je crois. C'est difficile d'avoir une image une idée de sa propre réputation. Mais je crois qu'effectivement, cette chose-là, qui fait que j'ai pu passer de TF1 à Canal+, du théâtre au cinéma, et puis même au sein du théâtre, que j'ai pu faire du théâtre public et du théâtre privé, je crois que j'ai pas vraiment d'étiquette, et ça me plaît beaucoup. J'aime bien brouiller les pistes. Et Ring, alors ça raconte quoi? C'est une pièce drôle. Vous êtes deux sur scène. On est deux sur scène, duo, avec Gina Djemba, qui a eu cette idée géniale il y a 4 ans d'aller voir Léonore Confino, l'autrice, et de lui demander si on pouvait jouer sa pièce. Cette pièce, elle a 12 ans. C'est Samy Bogilet et Audrey Dana qui l'a jouée à l'époque. Et Léonore Confino, qui est une autrice, on parle des auteurs vivants, là c'est une autrice hyper vivante, elle s'est dit, attends, à l'époque j'avais pas d'enfant, à l'époque il n'y avait pas eu MeToo, laisse-moi un peu réécrire. Donc elle a réécrit sa pièce, ça s'appelle donc Ring, variation du couple, ça parle du couple. Donc à la question est-ce qu'on rit, est-ce qu'on est ému, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, comme dans le couple, parfois on rit moins, et je crois que la pièce est à l'image de ça, du couple. C'est vraiment une variation autour du couple. On joue 2 Camille, on s'appelle tous les 2 Camille, plein de Camille différents, plein d'étapes du couple différents, d'étapes de la vie différents, des nuits sans sommeil à la trahison, en passant par le coup de foudre et la passion. Voilà, c'est une pièce qui parle un petit peu de tout ça. Alors, vous parlez d'un spectacle total, ça veut dire quoi? Spectacle total, parce que... Vous chantez, c'est ça? Il y a des chansons. On chante pas, mais Gina a eu cette idée d'introduire le corps dans la pièce, c'est-à-dire que Mehdi Baki, chorégraphe génial, s'est occupé de nos corps, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont chorégraphiques, alors pas vraiment dansés, mais j'ai vu de la musique créée, je me demandais. Exactement, il y a une musique originale qui a été créée pour le spectacle, avec effectivement pas mal de moments sans texte, où c'est juste nous qui bougeons, et c'est d'autres façons de raconter le couple. Donc effectivement, il y a cette chose assez, j'avais dit total, parce qu'il y a le corps, il y a les voix, voilà, on rit, on pleure, il y a un petit peu tout. Et pour nous acteurs, c'est long des aventures de théâtre. On a commencé à Avignon. On a commencé les répétitions en avril, on va jusqu'au 18 janvier, l'année prochaine il y a la tournée, c'est des aventures longues. Donc c'est vrai que moi j'aime bien choisir des projets où je sais que je risque pas de m'ennuyer et dans lequel je peux m'investir. Et en effet, là, sur ce sujet-là, et avec tous ces personnages-là et toutes ces émotions-là, je risque pas de m'ennuyer. Chaque soir, c'est un bonheur. Et sachant que vous jouez pendant les fêtes, donc nos amis qui vivent en province peuvent venir, s'ils sont à Paris pour les fêtes. Venez nous voir pendant les fêtes, bien sûr. Vous amuser. Après, si vous partez en province, on peut aussi connaître le circuit. Exactement.
Exactement, à partir de septembre 2025, on sera en province et on a une belle tournée qui s'annonce. Et voir en vrai donc le docteur de Nos chers voisins. Depuis combien de temps vous n'avez pas tourné, enfin quand s'est arrêté le tournage de Nos chers voisins? Il y a longtemps. En fait, ce qui est dingue, parce que ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps. Et du coup, de temps en temps, on me reconnaît pour cette chose-là, qui est une vieille chose au final. C'est-à-dire que on a fini de tourner il y a 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Incroyable. On vous voit tout le temps. Et en fait, ça continue à passer. Alors, voilà, et vous touchez de l'argent sur ces diffusions? Oui, forcément, parce que oui. Vous avez des droits de suite? Oui, il y a une structure qui s'appelle l'ADAMI et qui veille aux droits des artistes et qui vous effectivement. Touchez combien? Ça représente un peu un revenu? Ah, vous savez pas? Non, parce que vous êtes vraiment comédien. Non, pas j'en sais rien comme ça, mais j'en sais rien parce qu'en fait, on reçoit de l'argent qui correspond aux droits des différentes choses. Et moi, j'ai la chance d'avoir été récurrent dans beaucoup de choses. Il y a eu Nina, effectivement, le bureau des légendes, César Wagner, par un mode d'emploi. Vous connaissez pas la différence? Je sais pas. Ce qui correspond à quoi? Est-ce que vous vous rendez compte aussi que peut-être ce seront des séries que l'on verra dans 30 ans, puisqu'on voit aujourd'hui encore des séries qui ont été tournées il y a 30 ans, oui, donc avec des comédiens qui ont 20 ans à l'époque et qui continuent de cartonner. C'est marrant, j'ai hâte que mes enfants voient ça, parce qu'ils ont 6 et 4 ans, 7 et 4 ans. Mais ils regardent pas. Vous les mettez devant la télé ou pas? Parce que vous faites une petite satire des réseaux sociaux sur votre compte Instagram, qui est assez délicieuse. Merci. J'essaie de faire attention à la télévision avec les enfants. Ouais. En fait, j'ai mes 2 meilleurs amis, Florence Houillot et Yves Marie, qui ont créé une association qui s'appelle Lève les yeux, et qui est une association géniale et qui parle justement de lever les yeux des smartphones. Ils ont écrit un livre qui s'appelle La guerre de l'attention, qui est sur toute cette histoire de la captologie. Donc c'est le fait que des gens ont vraiment réfléchi à voler nos cerveaux pour qu'on passe le plus de temps possible sur nos téléphones et sur les écrans. Et cette association-là vise à alerter contre ça. Donc j'essaye, moi, d'être cohérent avec ça. Et vous y arrivez ou c'est la guerre à la maison? Non, on a des espèces de règles. C'est-à-dire que les dessins animés, c'est jamais en semaine, c'est un peu mercredi, un peu le week-end. Et c'est un film, voilà. On essaie de limiter le maximum. Évidemment, pas de téléphone, parce qu'ils sont tellement jeunes que évidemment pas de téléphone. Mais on essaie de limiter des règles. À table, on évite d'être comme ça, que nos enfants aient nos regards, qu'on soit avec eux. On essaie. Alors, c'est dur, évidemment. Je suis pas sûr qu'à notre époque, on pourrait revoir cet épisode de Nos chers voisins, parce que souvent, les dialogues étaient quand même coquins ou très sexe. J'en ai retrouvé un où vous avez une jeune infirmière qui est là et vous prenez la tension de Thierry Samitier. Écoutez. Et c'est cette aiguille qu'il faut regarder, hein? Bah je sais, j'ai pas eu mon CAP Visa. D'accord, et qu'est-ce que vous lisez là? 17-8. Ah oui. Ouais. Je peux y aller? Bah vous retombez à 12-7. Ouais. Clémentine? Oui? Venez voir 2 secondes. 17-8. Partez. Hop, oust. Revenez. C'est bon, j'ai trouvé. Elle revient quand, votre femme? Dans 3 semaines. Bah, en attendant, on va prendre un bon bêta-bloquant pour calmer la bête. Et puis Clémentine va nous mettre un joli col roulé. Mais après, les comédiens interprètent des textes qui sont écrits par des auteurs. Oui, bien sûr. Il a été une bête dans la vraie vie, apparemment aussi. Ça vous a choqué toute cette histoire, d'ailleurs, de Thierry Samitier? Beaucoup, ouais. Qui était accusé sur la série. Vous l'aviez vu ou pas Comment vous avez vécu ça, en fait? Non, mais l'histoire qui est arrivée à Thierry Samitier, c'était sur une pièce avec Franck Leboeuf. Moi, j'ai pas vu cette pièce, j'étais pas dans ce projet-là. Donc non, moi, ça m'a évidemment choqué, mais moi, j'ai rien vu de quoi que ce soit. Donc moi, j'ai pas, non. Et aujourd'hui, une séquence comme ça où il y a une fille très jolie qui fait monter la tension, on peut le jouer encore ou pas? Oui, pour le coup. Et, en effet, avec ce qui s'est passé pour Thierry Samitier, ce sketch a une résonance particulière, on est d'accord. Mais oui, je crois que Nos chers voisins, il y a eu des bandes dessinées après. Il y avait ce côté un peu très BD, c'est-à-dire que c'était des caricatures, bien sûr. Moi, je fais le médecin beau gosse. Là, je me souviens de l'infirmière. Effectivement, c'est une infirmière qui arrivait court vêtue et tout. C'est un sketch, c'est-à-dire que l'idée que elle arrive en décolleté et que ça fait monter la tension du gars, oui, je pense et j'espère qu'on peut encore faire des sketchs qui parlent de ça. Oui, mais évidemment que c'est sexiste, hein. Évidemment, c'est un sketch qui parle de sexisme, mais qui se moque de ça, qui se moque du sexisme. J'espère qu'on peut encore se moquer de tout et rire de tout. Alors pour nos auditeurs, on va rappeler pour la 250 millième fois que vous êtes l'arrière-petit-neveu de Marguerite Yourcenar. Non, c'est pas rien quand même, dans un pédigré, comme on dit, dans un CV. Ça en jette, mais en tous les cas, ça pose un peu aussi l'héritage.
L'héritage, alors, financièrement, par exemple. Non, pas l'héritage, l'héritage moral. Je me suis dit Quand on est arrière-petit-neveu, en général, l'héritage, il est déjà dilué. Hein. Non, mais déjà, c'est intéressant. C'est pour ça que je parlais de ça. C'est que moi, j'adore ce qu'elle a fait. Elle s'appelle Yourcenar. Elle s'appelle Marguerite de Créancourt. Elle s'est appelée Yourcenar pour plein de raisons et notamment parce que voilà, c'était pas l'amour fou avec sa propre famille, et elle a fait un très joli pied de nez, c'est qu'à la fin tous ses droits elle les a cédés à Gallimard. Donc je trouve ça assez génial, c'est-à-dire que elle a spolié toute la famille. Ouais, et c'est très bien, c'est-à-dire que on peut, en fait, elle avait une vie un peu de bohème, elle était homosexuelle. Alors elle aimait pas le mot. Quand Bernard Pivot lui pose la question, elle botte en touche. C'est la réalité de sa vie. Hein. Elle vivait avec Grace aux États-Unis, donc sa petite amie, mais elle n'aimait pas les étiquettes, donc je pense qu'elle n'aimerait sans doute pas que je dise ça, mais c'était la réalité quand même de ce qu'elle était. Et ça, dans la famille, c'était pas forcément évident. Donc il y a eu effectivement ce pied de nez magnifique à la fin en disant bah moi je cède tout à Gallimard. Donc bref, ça c'était pour la petite. Mais après sur l'héritage symbolique, disons. Bah oui, c'est fort, évidemment que c'est fort, mais c'est marrant parce que ça m'a plutôt parfois joué des tours. C'est-à-dire que j'ai pu au lycée être un peu fier de ça. Mon grand-père l'appelait Layours très tendrement, parce que pour le coup avec mon grand-père elle s'entendait très bien. Et je me souviens d'un commentaire de texte en première où je mets Layours et mon prof dit mais ça va pas ou quoi, Layours, calme-toi. Et donc voilà, c'est plutôt. Ça y est, on l'a trouvé. Vous pouvez jouer le biopic de Marguerite Yourcenar. Mais allons-y, c'est parti. Vous réalisez votre biopic. En tous les cas, merci beaucoup Amaury de Créancourt d'être passé nous voir sur Sud Radio. Donc avec on plaisir. rappelle tous les rendez-vous. La pièce en ce moment au Théâtre de l'Œuvre à Paris, la pièce Ring, jusqu'au 18 janvier. Voilà, si vous calez un séjour à Paris, ne manquez pas ce rendez-vous. On va y aller tous les deux. Exactement. Après, il y a le film L'Heureux élu, c'est en ce moment à l'affiche avec Camille Lelouch, Gérard Darmon et Michel Larocque. Et puis tous les week-ends dans Nos chers voisins, ça c'est sur TMC. On attend la saison 8 de Sam sur TF1. La nouvelle saison de César Wagner, ça sera sur France 2. Et puis les fêtes de fin d'année avec Mon livreur de Noël sur M6. Ouais. Et le cinéma, mercredi dernier, L'Heureux élu avec Camille Je viens de le dire. Lelouch. Ouais. Ah pardon. Merci d'écouter. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Excusez-moi. J'avais pas entendu. C'est bien de le redire comme ça, les gens vont y aller, c'est super. Et Vous n'avez pas parlé de Ring, vous n'avez pas parlé de César Wagner. Non, voilà. Bonne continuation. Merci de votre beaucoup. accueil, Et merci puis beaucoup. vraiment, c'était un plaisir de vous avoir avec nous dans un instant. Alors on va parler de la presse magazine écrite. Pour les plus de 50 ans. Pour les plus de 50 ans, ça vous concerne pas encore. Ça s'appelle le magazine Notre Temps. Parfait. Je sais pas si Marguerite Yourcenar le lisait ça, parce que ça. J'en sais rien. Non, Ça date de 1968. Et oui, c'est ça. C'est un Donc elle a très pu. vieux magazine. Elle aurait pu. Elle aurait pu. Allez, merci beaucoup Amaury. Merci à vous. Et dans un instant, on va parler de ce magazine. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média s'intéresse à un magazine emblématique de toute une génération. C'est le magazine Notre Temps qui va se réinventer à partir de demain. Et on est avec la rédactrice en chef Marie Offray. Bonjour Marie. Bonjour. Alors c'est un petit événement, la sortie d'un, on va dire le renouveau d'un magazine tellement emblématique, Notre Temps. Comment on s'y est préparé pour la rédaction? Oh ben écoutez, ça a été une longue préparation puisque ça fait environ 1 an qu'on y travaille. 1 an en consultant extrêmement largement autour de nous. On n'est vraiment pas resté à la rédaction dans notre tour d'ivoire. On a consulté d'abord toutes les personnes avec qui on travaille régulièrement. De tous les métiers, et puis on est évidemment parti à la rencontre de nos lecteurs. On a fait énormément de groupes lecteurs, puis ces lecteurs, vous savez, à Notre Temps, on les rencontre très régulièrement. On organise des débats, on organise des rencontres avec eux, évidemment on les interviewe régulièrement, on part en croisière souvent avec eux aussi, donc voilà, on les connaît. Donc depuis 1 an, on les a vraiment sondés pour savoir ce qu'ils avaient envie de découvrir encore plus dans Notre Temps, et donc voilà, on y a mis environ 1 an, et voilà, enfin le journal sort chez nos abonnés, chez nos 300 000 abonnés,
sort demain. Voilà, on vient de recevoir les bonnes feuilles, on est tous extrêmement attentifs et on a vraiment très hâte de savoir comment il va être reçu. Oui, parce en tout cas, pour le moment, il est bien reçu. Il est bien reçu. Là, avec donc demain pour les abonnés, c'est la sortie. Le 7 octobre, ce sera lundi prochain dans les kiosques. Alors, Marie-Offray, le plus de 50 ans en 1968 et le plus de 50 ans en 2024, il y a un énorme gouffre en fait. On n'est plus les mêmes. Oui. Non, on n'est plus les mêmes. On est beaucoup plus jeunes au même âge, en fait. Après, vous dites plus de 50 ans, c'est vrai. Nous, on ne met pas de barrière d'âge, en fait. Finalement, on entre dans notre temps, je dirais, parce qu'on vit un certain nombre de transitions de vie, comme on les vit à l'adolescence, comme on les vit dans sa vie de femme et d'homme. On arrive à lire notre temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, en général, c'est en moyenne à 54 ans, on devient grand-parent. Ou bien, c'est la moyenne, 54 ans ? Ouais, pour les femmes, 56 ans pour les hommes, ça paraît très très jeune, mais c'est une moyenne. On arrive également à 50 ans et quelques, je dirais, c'est la question de fin de carrière qui arrive. Il y a également évidemment le côté vertigineux de la retraite et puis toutes ces inconnues qu'on a vues apparaître, notamment l'année dernière à la faveur de la réforme des retraites. Et puis il y a toutes les questions de conjugalité aussi qu'on se pose au moment justement de cette arrivée à la retraite. On se dit voilà. Je vais passer 24 heures sur 24 avec le même homme, avec la même femme. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Voilà. Donc toutes ces questions-là, on les traite dans notre temps. Nous, on aime bien dire qu'on est un magazine à la fois, on pratique du journalisme de solution, mais très positif, et également un journalisme serviciel, c'est-à-dire on rend vraiment service à nos lecteurs. Et puis, je vous ai pas parlé aussi quand même du nerf de la guerre, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir de, au moment de la retraite, on se retrouve avec des ressources qui diminuent. En moyenne, c'est 20 à 30% de ressources en moins. Donc, il faut faire face. Donc, nos lecteurs sont vraiment très à l'affût et très intéressés par toutes les pistes qu'on peut leur donner, par exemple, pour booster leur pouvoir d'achat. Alors, vous vous adressez évidemment en priorité, même si ce n'est pas votre cible, comme vous dites, mais aux aînés. Est-ce que cette génération a un avantage pour vous dans les ventes, c'est-à-dire qu'ils sont plus vers le tirage papier que vers le numérique? C'est vrai que les journaux comme le Parisien ou autres, on voit que maintenant le numérique leur rapporte beaucoup plus d'argent que le papier. Vous, est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que aujourd'hui les gens de 50, 60, 70 ans ont une facilité à aller sur Internet pour lire votre journal ? Ça c'est clair, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que notre dernière formule datait de l'avant-Covid et je dirais qu'après l'après-Covid, il y a un grand changement, notamment dans les usages numériques. Nos lecteurs sont devenus extrêmement agiles sur toutes ces questions de WhatsApp. Voilà, ils communiquent en famille, ils vont sur Instagram. Enfin, ils sont très. Les seniors sont connectés alors. Ah oui, ils sont très connectés. Et c'est vrai que nos audiences aujourd'hui, donc qui sont importantes, puisqu'on est autour de 5,7 millions en audience, sont partagées de manière assez équitable entre le site Notre Temps et le magazine et le média, enfin et d'ailleurs et toutes nos productions, parce que Notre Temps c'est pas que Notre Temps, c'est aussi des hors-séries, c'est aussi Notre Temps. On peut dire à nos auditeurs que vous êtes le groupe Bayard, un des groupes les plus puissants en presse. Oui, bien sûr. On a cette chance-là aussi, c'est-à-dire qu'on est adossé à un véritable groupe de presse. Et ça, c'est vraiment une force. Et je pense que nos lecteurs le savent aussi, puisque finalement, parfois, toute la famille est abonnée à des publications Bayard, qu'il s'agisse de, évidemment, Notre Temps, mais également Gémir, Okapi. Les Québécois, ils emploient le mot aîné pour dire les personnes âgées. Est-ce que vous, c'est compliqué d'écrire les vieux ou les... Quel terme vous employez dans le journal pour parler des gens qui ont plus de 60 ou 70 ans? J'imagine que vous écrivez pas les vieux. Vous dites quoi? Les personnes âgées, les aînés? Quel vocabulaire on utilise pour parler? En fait, alors moi je pars vraiment du principe que je m'adresse,
Évidemment, on s'adresse à des problématiques qui touchent les personnes plus âgées. En même temps, on passe pas leur temps à leur rappeler leur âge. Et puis surtout, moi, on s'adresse à des adultes. Vous savez, et je le dis, ça paraît bête, mais il y a pas très longtemps, c'est une anecdote très personnelle, mais j'ai voulu m'inscrire sur Internet à un cours de danse. Et pour mon cours de danse, j'avais le choix entre m'inscrire entre cours de danse adulte ou cours de danse senior. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi? Je veux dire, à quel moment je bascule, je deviens senior? À quel moment je ne suis plus une adulte? Je trouve ça profondément choquant. Donc, pour répondre à votre question, comment on s'adresse à eux? Ben, vous avez entendu, moi je dis nos lecteurs, hein, parce que je ne suis pas sociologue, mais en revanche, on connaît bien nos lecteurs. Donc, je dis nos lecteurs. Et sinon, je m'adresse à eux et nous nous adressons à eux. J'aime pas tellement le mot senior, je trouve qu'il fait assez commercial. Vieux, je vois pas pourquoi, je trouve que c'est un peu irrespectueux. Volontiers, on parle de soi en disant, moi il m'arrive de dire allez ma petite vieille, bouge-toi, mais j'accepterai pas que quelqu'un d'autre me le dise, par exemple. Vous voyez, c'est un peu comme le nu Cyrano. Donc, finalement, on ne se pose pas la question sans arrêt. On parle à nos lecteurs, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que en France, on considère que les aînés ont encore un rôle à jouer, en particulier dans la société? On le sait dans la vraie vie, hein, ils sont très présents auprès des enfants, des petits-enfants. On sait que c'est parfois les premiers soutiens. Oui, mais ils sont assez invisibles dans la société française par rapport à la société américaine. Mais on voit par exemple pour les acteurs américains, pour les acteurs de série, passé un certain âge, ils sont plus là. C'est difficile de vieillir finalement et d'avoir cette représentation. Est-ce qu'ils sont visibles ou pas visibles? J'ai envie de vous dire que de fait, ils vont devenir de plus en plus visibles numériquement, puisque en 2030, 24% des Français auront plus de 65 ans. Voilà, donc ça fait 1 sur 4. Ça veut dire que de toute façon, ils sont là, ils sont bien là. Et puis vous savez, vous avez raison, on compte sur eux, on compte énormément sur eux, à la fois dans la famille, hein, ils sont souvent très soutiens financiers de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et puis, comment ça fonctionne les conseils municipaux aujourd'hui? Comment elles tiennent les associations? Comment finalement nos lecteurs sont véritablement des piliers de la société et ils sont bien là. Moi, je pense qu'ils sont visibles. Alors, c'est vrai que on a beaucoup parlé du tunnel des femmes de 50 ans au cinéma. J'ai l'impression, quand même, que c'est en train de bouger. À la dernière Mostra de Venise, notamment, il y avait des quinquas sublimes, Monica Bellucci, Isabelle Huppert, enfin, Nicole Kidman, elles étaient là, elles étaient fières d'être là, elles affichaient une véritable assurance. Moi, je pense qu'elles peuvent même être des modèles pour des plus jeunes. Est-ce que c'est dur d'avoir de la publicité en dehors des fauteuils électriques, des marches qui montent tout seuls, ou des produits contre le diabète? Est-ce que vous avez des produits? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que vous arrivez à attirer des produits entre guillemets jeunes ou glamour comme publicité dans le journal, où il y a des publicitaires qui se disent oh, je vais pas annoncer, c'est un journal pour les personnes âgées, j'annonce pas dedans, j'ai pas envie d'avoir une image âgée. Est-ce que c'est une problématique que vous avez sur la publicité? On reste média. Alors là, on est un petit peu en dehors de mon champ parce que moi, je suis journaliste. En général, les journalistes, ils parlent pas trop de publicité, mais enfin, je peux quand même vous répondre. Par exemple, dans le prochain numéro, on a une publicité pour une voiture. Ah, génial. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, et c'est vrai que c'est assez malin de la part des constructeurs de voitures d'annoncer chez nous, parce que finalement, qui aujourd'hui achète des voitures neuves? C'est pas les trentenaires, hein. C'est plutôt les personnes de 50, 60, 70 ans qui veulent avoir de la qualité, qui veulent pas s'embêter avec des occasions. Donc ça, donc vous voyez, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai qu'on va pas se cacher qu'il y a des publicités pour les montes-escaliers. Après, vous savez, les montes-escaliers,
c'est utile. C'est utile à la fois pour les personnes qui sont en baisse d'autonomie, mais c'est également utile pour leurs enfants. C'est-à-dire que nous, on couvre 2 générations. On couvre à la fois la génération des 50, 60 ans et puis des 80, 90 et plus. Et donc, on parle beaucoup aux aidants aussi, à ces fameux aidants familiaux dont on parle beaucoup et qui ont besoin d'informations pour pouvoir maintenir leurs proches à domicile. Donc, avoir des publicités pour des montes escaliers, moi, je trouve pas ça du tout choquant. Peut-être que mon œil s'est habitué. Mais en tout cas, là, ça apporte un vrai service. C'est bien aussi. Merci Marie. Merci Marie Offray, rédactrice en chef de Notre Temps. Donc la nouvelle formule dès demain, donc pour la formule des abonnés sur Internet, mais également lundi en kiosque, nouvelle formule de ce magazine emblématique. C'est bon d'être libre. Absolument. C'est super comme slogan. Ouais. Merci et bonne continuation à Notre Temps. Merci beaucoup Marie Offray. Dans un instant, le débat. Et demain, on sera avec Michel Simès. On restera un peu sur le côté médecine. Absolument. Comment bien vieillir. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.